manger les riches. Saison 2. Oui, ça arrête pas après cet épisode-là, mais ça va dépendre si survit au temps des fêtes. Mais... Et ça va dépendre si vous mettez 5 étoiles oui, c'est ça, exact. à cet épisode. Exact. Si vous l'avez pas fait encore, je pense que vous aimez pas tant que ça le podcast. Mais pourquoi vous l'écoutez quand même? Oui, c'est comme le bizarre de Sweet Spot, entre j'aime pas assez ça pour mettre 5 étoiles, mais j'aime assez ça pour les les écouter finir. les 12 heures avant de donner mon avis. D'ailleurs, j'en profite, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, là, comme d'habitude, Colin Boudria et PL Ouellet sur Instagram. N'hésitez pas à m'écrire. Moi, c'est Pierre-Luc, si jamais vous m'entendez pas la première fois. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des suggestions de gens que vous aimeriez qu'on couvre, moi et Colin. Peter Thiel, on peut-tu faire une saison sur Peter Thiel? Pierre-Luc, il veut pas. Moi, je pense que Peter Thiel, c'est la personne la plus d'actualité à couvrir dans les 2 prochaines années. Mais Pierre-Luc, il veut pas parce qu'il trouve qu'on fait trop de gens de la tech. Mais je vous invite à écrire à Pierre-Luc pour dire que vous voulez entendre parler de Peter Thiel. Bon, merci pour ça de passer à la palette, Colin. Voilà. Fait que si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. J'en profite également pour remercier pour une dernière fois notre commanditaire Luxe Éditeur qui nous ont commandité tout au long de la saison. C'est très apprécié. Merci les amis. On vous invite à aller lire leurs ouvrages, notamment La Société de provocation dont je me suis servi pour préparer cet épisode. Ah oui, OK. Oui, je m'en suis servi. Je sais que c'est toi qui as ma copie, mais j'ai eu une autre copie de nos amis chez Luxe Éditeur. Oui, voilà. Voilà, fait que c'est ce que je voulais dire pour commencer. C'est tout, hein? On a dit toutes nos plugs. Puis on peut ressouligner qu'on est en collaboration avec Urbania. Oui, c'est vrai, on est en collaboration avec Urbania. Merci à Urbania d'avoir soutenu. Merci à Raphaëlla d'avoir été là pour enregistrer chacun de nos épisodes. Et si vous nous écoutez, si vous avez commencé à nous écouter en cause que vous avez entendu nos voix dans les épisodes des pires moments de l'histoire, allô? Oui, bienvenue. Merci de nous avoir écoutés, de nous être rendus jusqu'à la fin de la saison. Bon, OK, on a fait le tour. Donc, dernier épisode, Colin, comment tu te sens? Je me sens fébrile. Mm-hmm. Moi aussi, je vais t'avouer, c'est ce qui décrit. Je suis quasiment même un peu nerveux de te présenter l'épisode aujourd'hui, mais ça semble qu'on l'a hypé genre à tous les épisodes de la saison. Ouais. Mais en fait, on l'a hypé, je sais pas si on l'a hypé, on a dit on va y revenir, mais en même temps, c'est souvent des affaires très, très, très technique et pas nécessairement super sexy, j'ai l'impression. C'est ça. Ça va être un peu complexe. Ça va être intéressant, je vous promets. Je vous jure, c'est vraiment intéressant, mais ça va être un petit peu complexe. Fait que Colin, je te transfère un peu de la pression que je ressens. Si jamais tu comprends pas, que tu sais pas complètement, t'es le lien avec le public. Parfait. Donc, c'est à toi de m'arrêter, de me dire Pierre-Luc, ça fait 1 heure que tu nous parles de philo, Paul, s'il te plaît. Parfait. Voilà, fait que... mais je pense qu'on a gardé ça quand même assez clair. Vous allez voir, c'est une question vraiment intéressante. Donc, plusieurs fois au cours de la saison, tu m'as demandé pourquoi le gouvernement s'attaque pas à Amazon, pourquoi c'est clairement un monopole, pourquoi il n'y a rien qui se passe par rapport à ça. Et pour répondre à cette question-là, en fait, il va falloir que je fasse un gros détour qui va prendre la moitié de l'épisode, c'est pas plus, et que je laisse Jeff Bezos de côté. On parlera pas de Jeff Bezos pendant un long moment, et on va plutôt parler de 3 personnages. John Davison Rockefeller. Oui, c'est ça. On va parler des chemins de fer puis du pétrole. Genre, exact. Okay, on revient oui, à la source. Là. On recommence vraiment loin. Donc, je vais te parler de 3 personnes. John Davison Rockefeller, Robert Bork et Lina Khan. Je commence avec John Rockefeller, que tu connais probablement déjà. C'est le Rockefeller derrière Rockefeller Center à New York. C'est là où se allume le gros sapin de Noël. 30 Rock, où se trouve NBC, c'est Rock pour Rockefeller. C'est dans le complexe de John Rockefeller. Mais c'était qui, cet homme? Il a vécu de 1839 à 1937. Et c'est un des hommes les plus riches de l'histoire moderne. Et là, ça m'a... En lisant... Il est mort genre à 98 ans? Ouais, il a vécu, hein? Oui, il a vécu longtemps. Puis là, évidemment, comparer la richesse à travers les époques, en fait, je dis évidemment, mais c'est pas vrai, ça m'a surpris un peu quand je disais, c'est quand même une science débattue, un peu, de comment on compare la richesse. Parce que si tu y vas en dollars absolus, en ajustant pour l'inflation, c'est pas l'homme le plus riche de tous les temps. Sa fortune à sa mort était de 1,4 milliard US, qui équivaut à peu près à 31,5 milliards aujourd'hui. On pourrait quasiment dire que c'est un pauvre. Mais c'est le premier milliardaire de l'histoire au moins américaine, je pense. Je pense que oui. Puis en fait, si tu compares sa fortune à la taille de l'économie américaine au moment où il est en vie, c'est lui qui a eu la plus grosse fortune de tous les temps, en fait. Parce qu'il a présenté la plus grosse part du PIB. Même plus que Musk, même plus qu'un 600 milliards de Musk, OK? Oui, exactement. Donc, à 31 ans, John a fondé la Standard Oil, qui était une raffinerie de pétrole, à une
une époque où l'exploitation pétrolière est en pleine explosion et en plus de vendre du pétrole et de raffiner le pétrole, il a fait beaucoup fortune en vendant de l'huile comme l'huile des lampes à l'huile puis du kérosène. Le Standard Oil est devenu une gigantesque compagnie parce que il agissait sans pitié contre ses concurrents. Il faisait pression sur les fournisseurs pour qu'ils baissent leur prix et il achetait de force les plus petits joueurs que lui. Et il s'est bâti un monopole de cette façon-là. Oui, puis c'est la preuve de toutes les affaires de mais le capitalisme, ça encourage la nouveauté, ça force les gens à être plus compétitifs, puis c'est la preuve que pas du tout, parce que dès qu'une entreprise est assez grosse, elle va juste manger ses concurrents et bâtir un monopole. Ouais. Mais en devenant si gros que ça lui a permis de baisser les prix du kérosène, non seulement parce qu'il avait le contrôle sur la ressource, mais aussi parce que il s'est mis à s'étendre de façon verticale, pardon. Donc, non seulement il y avait la raffinerie, mais il s'est mis à contrôler les flots à la source. Il a construit des oléoducs, des pipelines qui allaient transporter l'huile, le gaz, le pétrole à travers le pays. Il y avait des flottes de camions, citernes qui pouvaient livrer. Fait que non seulement il y avait un monopole sur son entreprise, il y avait un monopole sur l'ensemble de l'industrie, genre. Exact. Donc, il a fait baisser le prix du kérosène. Quand il est arrivé sur le marché, les lampes à l'huile, c'était un bien de luxe qui était réservé aux bien nantis. Mais au cours de la décennie, en seulement 10 ans, c'est devenu un bien de consommation de masse, ce qui était à son avantage, évidemment. Il faisait des offres d'achat à ses compétiteurs en leur disant « Si t'acceptes pas, je vais baisser mes prix pour te pousser à faillite et je vais t'acheter quand tu vaudras plus rien. » C'est très Amazon. Oui, si tu te dis « Hey, il me semble que c'est exactement ce qu'Amazon a fait avec Quizy puis Diapers.com. Bravo, Colin, t'as compris pourquoi je te parle de Rockefeller en ce moment. » Il adorait aussi les données, mais on était au 19e siècle, fait que dans son cas, c'était moins j'utilise les données informatiques puis les tableaux Excel et c'était plus j'engage des espions pour espionner la compétition. Puis c'est ça, comme je te disais, il a construit son système de distribution de livraison, ce qui fait qu'il pouvait livrer rapidement, moins cher et que la compétition pouvait juste pas suivre ces avantages-là. Puis là, si on était dans un film d'horreur, ça serait le moment où t'entendrais un ding-ding en arrière un peu inquiétant. Il s'est retrouvé à contrôler 90% du marché du pétrole aux États-Unis. Mais en 1882, c'était tellement rendu une grosse compagnie qui a créé une nouvelle compagnie dont le rôle allait être de gérer toutes les compagnies qu'il possédait. C'était une structure qui était nouvelle à ce moment-là et il appelait ça un trust. Donc, cette compagnie-là, le trust de la Standard Oil, dérangeait beaucoup. Ça s'inscrivait dans une époque plus large où il y avait des nouveaux moyens techniques. Pourquoi le trust dérangeait puis pas Standard Oil à la base en tant que tel qui était encore plus grosse? Ben, je pense... Non, mais c'était plus gros. En fait, sous le trust, c'est que c'était toutes les compagnies. Il y avait plusieurs standards... Tu sais, la Standard Oil, en fait, dont on parle d'habitude, c'est celle qui venait de Cleveland. Mais il y en avait aussi dans plusieurs États. Puis il y avait plusieurs autres compagnies de livraison de ci, de ça. Fait que le fait que tout ça était rendu sous une seule gouverne, ça devenait une gigantesque... Tu sais, c'était un peu l'équivalent d'une des premières... C'était pas une multinationale parce qu'elle était surtout concentrée aux États-Unis. Mais c'était un peu... Parce qu'avant, c'était plein de petites entreprises, mais qui a mis ensemble avec le trust. Qui appartenaient toutes, ceci étant dit, là. Mais là, ça devenait une méga compagnie. Ouais. Et puis c'est ça, c'était dans une époque, dans un contexte plus large, là, justement, où il y avait des nouveaux moyens technologiques qui accéléraient la croissance économique, mais c'était une minorité de très riches qui profitaient, en fait, de ces avancées technologiques-là puis de cette modernisation-là, et qui exploitaient le reste de la population. Et les écarts de richesse se creusaient à une vitesse folle. Entre 1850 et 1890, le nombre de millionnaires aux États-Unis est passé de 19 à 4000. Et encore une fois, je pense que ça serait le moment de faire jouer un bruit inquiétant de film d'horreur. Ça dérangeait tellement qu'en 1890, le Congrès américain a adopté le Sherman Antitrust Act, une nouvelle loi qui interdisait les monopoles. Donc, le trust venait de là. J'ai déjà entendu ce terme-là, antitrust, je ne savais pas la différence. Dans le fond, c'est la même chose que anti-monopole. C'est juste que le trust, c'était le nom que Rockefeller avait donné à sa compagnie. Okay. Donc, la loi visait entre autres à empêcher qu'un seul acteur trop puissant puisse contrôler les prix d'un marché donné. Donc, par exemple, du pétrole et du gaz et tout ça, dans le cas de Rockefeller. Donc, puis en 1901, le président William McKinley a été assassiné et son remplaçant, c'était le vice-président Theodore Roosevelt. Et malheureusement, pour la Standard Oil, Theodore Roosevelt, avec l'autre Roosevelt, d'ailleurs, coïncidence, Franklin Delano, il fait partie des présidents considérés les plus progressistes de l'histoire américaine. Oh oui, fait que c'est pas le Roosevelt du Green Deal, c'est deux... Il y en a deux. C'est ça, c'est okay, c'est l'autre le Roosevelt New d'avant. Deal, c'était pas le Green Deal, c'était le New Deal. De l'après-guerre. Ça, c'est Franklin Delano, mais Theodore, c'était au début des années 1900. Et en fait, c'est devenu son cheval de bataille de lutter contre les trusts. Donc, il a continué à renforcer les lois antitrust, s'est attaqué à plusieurs monopoles. Puis en 1910, 4 ans après le début des procédures, la Cour suprême américaine a entendu la cause du gouvernement américain contre la Standard Oil. Donc, ça avait été lancé sous Roosevelt, mais ça a pris des années. Ça a monté jusqu'à la Cour suprême, mais c'était Roosevelt qui avait initié ça.
Et à 8 contre 1, les juges de la Cour suprême ont jugé que la compagnie avait monopolisé de façon illégale l'industrie pétrolière et puis ont ordonné la dissolution du trust en compagnie indépendante. Ces compagnies-là indépendantes se sont regroupées au fil des années sur plusieurs autres compagnies, entre autres ExxonMobil, qui, par pure coïncidence, embauchait le père de Jeff Bezos, et une des grosses compagnies qui a résulté de la dissolution de ce là. Mais ça reste un peu symbolique dans le sens où ils disent, OK, vous êtes obligé de casser l'entreprise, mais on s'en fout si c'est les plein de petites entreprises qui en sortent appartiennent quand même à la même personne. Non. C'était géré par des gens différents. Oui, c'est devenu des compagnies indépendantes. Puis ils ont réussi à prouver que c'était illégal, donc il y avait déjà des lois anti-monopole à ce moment-là. Ils n'ont pas écrit les nouveaux lois anti-monopole. Ben, c'était à partir du Sherman Act de la fin des années 1800. OK. Donc, voilà, qui ont pu prouver et qui ont pu, en fait, condamner la Snyder. Il est obligé à se scinder en plusieurs sous-entreprises. Donc, leur jugement disait, en gros, que... puis là, évidemment, je paraphrase à l'extrême, là, si Farnell Morissette nous écoute, il doit être en train de faire une syncope, là. Mais leur jugement disait que si la position ultra-dominante d'une entreprise dans un marché menait à des prix plus élevés, une production amoindrie ou une qualité réduite, bien là, c'était justifiable de parler d'un monopole puis de permettre au gouvernement d'intervenir. Donc, les symptômes, si tu veux, qui permettaient de mesurer si on était face à un monopole ou pas. C'est monter des prix, qualité réduite, OK. Et de production amoindrie. Et sous cet angle-là... Production amoindrie dans le sens où il crée moins? Oui, il y a moins de produits qui sont créés, qui sont fabriqués, okay. Ou il y a moins d'actes parce qu'eux décident d'en fabriquer moins pour créer de la rareté, ou juste parce qu'ils ont tellement acheté de compagnies qui ont fermé que finalement, il y a juste ceux qui peuvent en produire puis ils ne peuvent pas fournir à la demande. Donc, sous cet angle-là, si on analysait Amazon à partir du jugement de 1910, on pourrait probablement argumenter qu'Amazon, en effet, est un monopole. On l'a vu, il oblige les fournisseurs à ne pas offrir des produits moins chers, donc à garder les prix plus élevés partout sur le marché pour que Amazon ait le plus bas prix. Il y a les imitations qui mènent à des baisses de qualité. Bon, pour la production amoindrie, peut-être moins, mais encore là, peut-être qu'on pourrait défendre qu'à cause d'eux, il y a moins de petites entreprises qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Donc, si on se fiait au jugement de 1910, probablement, ça serait raisonnable de penser qu'Amazon est un monopole. Évidemment, je ne suis pas un légiste, là, mais de façon assez raisonnable. Je suis pas. Ce cas-là a fait école, en fait, puis c'est devenu l'interprétation dominante des lois anti-monopole aux États-Unis pendant une 60aine d'années. Donc, on faisait toujours référence au jugement de 1910, puis c'est un peu le cas de jurisprudence qui a informé tous les autres qui ont suivi pendant 6 décennies. Jusqu'à l'arrivée, en fait, du deuxième personnage dont je t'ai parlé au début de l'épisode, Robert Bork. Robert Bork, c'est un avocat qui étudie à l'Université de Chicago, qui a ironiquement été fondé par John D. Rockefeller. Et puis, à l'Université de Chicago, il a suivi un cours qui est enseigné par Aaron Director, qui était le beau-frère de Milton Friedman, que tu connais peut-être, et un professeur qui est considéré comme le parrain de l'école de Chicago. Qu'est-ce que c'est l'école de Chicago? Lui était économiste aussi. Le beau-frère de Milton Friedman était économiste. Je pense qu'il était, lui, était juriste. Okay. Il est en droit, mais tu sais, c'est des... Surtout, en tout cas, encore plus à cette époque-là, les sciences communiquaient quand même beaucoup plus. Là. Des avocats pouvaient écrire sur l'économie, c'était plus normal. Là. Donc, l'école de Chicago, bon, il y en a 3, là, mais celle en économie, parce qu'il y en a en sociologie, pas en architecture, mais évidemment, on ne parle pas de l'école d'architecture. Là. L'école de Chicago en économie, c'est un mouvement de pensée. Donc, c'est une école de pensée, là, c'est pas une école physique. Là. C'est une école de pensée qui prônait le libre marché et qui s'opposait à l'intervention keynésienne. Donc, c'est un mouvement, en gros, là, je le simplifie autant que je peux, c'est le mouvement qui a inspiré le néolibéralisme. C'est l'influence derrière Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Et leur théorie, c'est que en laissant l'intervention de l'État, en fait, au final, dans l'économie, nuit plus qu'à l'aide. Puis en général, le mieux, c'est de laisser le marché se réguler lui-même. Donc, que ce soit de Ronald Reagan aux libéraux sous Jean Charest, tu sais, toute cette idéologie-là remonte à l'école de Chicago. Encore une fois, évidemment, là, je simplifie à l'extrême, mais tu sais, Éric Duhem, mettons, doit beaucoup aimer l'école de Chicago. C'est ce que j'essaie de dire. Donc, Robert Bork, qui est un jeune étudiant en droit avec un nom de Star Trek, on dirait, suit un cours avec Aaron Director. Et puis là, dans son cours sur l'analyse économique des lois antitrust, il dit qu'il a reçu l'équivalent d'une conversion religieuse. À partir de là, il devient fasciné par les questions de monopole et il devient un critique très vocal des lois antitrust américaines. Puis en 1978, il a publié ce qui est considéré comme son magnum opus, The Antitrust Paradox, a Policy at War with Itself. Parce que, donc lui, il voulait laisser les entreprises avoir des monopoles. Il trouvait que c'est nuisible les lois anti-monopoles.
En fait, je vais te résumer un peu sa thèse, là. Puis je résume parce que je veux que ça soit court, mais aussi parce que je vais être bien honnête, j'ai pas lu un traité sur la législation fiscale de 50 ans. Okay. Son argument, c'était que le gouvernement, en fait, faisait erreur dans sa façon d'approcher les monopoles. Le paradoxe dont il parlait dans Antitrust Paradox, c'est que selon lui, le gouvernement américain, en fait, en empêchant les entreprises d'atteindre une trop grosse taille dans le but supposément de protéger le public, ben, ils empêchaient d'atteindre une position où ils pourraient faire des économies d'échelle puis d'intégration puis faire baisser les prix pour les consommateurs. Donc, il disait, en gros, en voulant protéger le consommateur, le gouvernement nuit aux consommateurs. Si on les laissait devenir plus grosses, ben, ils seraient capables de... Oui, mais ultimement, il n'y a pas juste le prix non plus comme enjeu de protection de consommateurs aussi. Tu veux pas qu'il y ait juste une entreprise dont tout le monde dépend qui peut faire qu'est-ce qu'elle veut après, tu sais. Ouais, mais c'est pas ce que Bork pensait. Okay. Lui, il était comme, non, mais la seule chose qui compte, c'est que les consommateurs paient moins cher. Le reste, c'est pas important. Et c'est exactement l'argument d'Amazon, en fait. Ils vont dire, ouais, on est peut-être rendu un gros joueur dans beaucoup de marchés, mais notre position ne nuit pas aux consommateurs. Au contraire, regarde, on offre des prix de plus en plus bas, on offre la livraison gratuite de plus en plus rapide. Ce qui est même plus vrai, de toute façon. Il me semble, il y a une couple d'années, les prix d'Amazon ont recommencé à monter. Il y a une couple d'années, c'est vrai que c'était pas cher, mais là, c'est comme, c'est une stratégie de tech de, OK, on roule à perte pendant des années jusqu'à ce qu'on soit indispensable dans le marché, puis après ça, on fait qu'est-ce qu'on veut après. Mais... Absolument. Puis c'est ça, je défends évidemment pas Amazon là-dedans, c'est juste que j'explique l'argumentaire qu'ils utilisent et d'où ça vient. Ben, ça vient de l'analyse de Robert Bork. Parce que Bork a gagné son pari. Il y avait beaucoup d'inflation dans les années 70, les prix augmentaient rapidement. Puis le gouvernement, dans les années 60, avait été spécialement agressif envers les monopoles. Puis il avait brisé certains monopoles que ça a été prouvé par la suite qu'il avait nuit aux consommateurs dans ces cas-là précis. T'sais, évidemment, généralement, ça aidait plus que ça nuisait, là. Mais il y avait des cas il y avait eu des cas extrêmes où il aurait probablement pas dû intervenir puis qu'il avait nuit aux consommateurs, il avait enlevé du choix puis fait augmenter les prix en s'attaquant à des monopoles. Donc, sa théorie a vraiment pris, encore plus parce que Ronald Reagan a été élu 2 ans plus tard, en 80. D'ailleurs, Reagan a essayé de nommer Bork plus tard, à la fin des années 80, à la Cour suprême, mais il y a eu une énorme résistance à sa candidature, puis la candidature a été refusée, notamment parce qu'il était anti-avortement et anti-contraception. OK, fait que c'était même pas à cause de ses politiques économiques. Non, c'est que c'était un énorme conservateur, Robert Bork, évidemment. Fait qu'on se retrouvait face à un nouveau paradigme. Finalement, le gouvernement s'attaquait plus au monopole quand il devenait trop gros ou que ça pouvait nuire aux autres entreprises, et s'y attaquait juste maintenant quand il jugeait que le consommateur était pénalisé puis que les prix augmentaient à cause de ce monopole-là, ce qui est vraiment plus dur à prouver. Puis c'est leur seul metric, ça, c'est si les prix augmentent. Okay. Exact. Fait que tant que les prix augmentent pas de façon incontestable, ben on s'attaquera pas au monopole. Ouais. Fait que, évidemment, ça donne un énorme coup de frein sur les poursuites du gouvernement envers les compagnies pour des questions de monopole, parce que c'était rendu tellement difficile à prouver et puis limiter l'interprétation. Donc, c'est pour ça que Amazon... c'est les politiques qui sont encore en place aujourd'hui. Presque. Comment Amazon, tu sais, on s'est posé la question souvent, pourquoi ça se fait que personne n'a jamais intervenu, qu'il n'y a pas de... Ben, c'est entre autres pour ça, parce qu'il faut renverser le paradigme borkien pour y arriver. Et on dirait un nom de roman de science-fiction, quand même, le paradigme borkien. Puis, c'est pas une mince affaire. Et, ben, justement, pour répondre à ta question, est-ce que c'est encore ça aujourd'hui? Ben, je fais entrer mon dernier personnage que je t'ai parlé au début de l'épisode, Lina Khan. Donc, Lina Khan est une fille d'immigrants pakistanais. Elle a passé les 11 premières années de sa vie à Londres avant de déménager aux États-Unis. Mais là, évidemment, elle a déménagé avec sa famille. Elle n'est pas partie toute seule en appart à 11 ans. Là. Mais ceci étant dit, Khan a toujours été brillante et précoce. Au secondaire, elle a écrit un article pour le journal de son école qui argumentait que le Starbucks local à côté de son école secondaire était discriminatoire parce qu'il empêchait les étudiants de s'y asseoir. Et l'article avait tellement circulé qu'il avait été mentionné dans le New York Times. Quand même. Moi, au secondaire, je faisais des top 5 de Yu-Gi-oh! Dans mon journal scolaire. Pas la même affaire. Le New York Times n'a pas parlé. Mais elle disait qu'il empêche les étudiants de s'y asseoir parce que les étudiants ne consommaient pas ou même s'ils achetaient, Oui, exact. C'est parce qu'ils disaient que les étudiants dérangeaient, foutaient le trouble de ça. Fait qu'ils étaient comme, vous pouvez acheter, mais vous n'avez pas le droit de rester assis. Puis elle disait que c'est de la discrimination. Ça. Bon, évidemment, c'était pas le cas le plus dramatique de tous les temps, mais c'est juste une adolescente. C'est super intéressant. C'est tellement bien écrit que même le New York Times a parlé de son article qui avait fait jaser. À l'université, elle étudie en sciences politiques, puis elle a écrit sa thèse sur Hannah Arendt. Boum. Fait 2 fois qu'on parle d'Hannah Arendt. T'étais vraiment content quand t'as vu que j'ai lu ça. J'étais comme let's go. Après son bac, elle s'est retrouvée à travailler pour le New America Foundation et là-bas, elle s'est fait confier le mandat d'aider le journaliste Barry Lynn à faire des recherches sur les lois anti-monopole aux États-Unis. Et là, elle a eu la piqûre, elle s'est découvert un intérêt pour cette question-là, puis elle a décidé d'aller l'étudier pendant sa maîtrise en droit à Yale. Puis en 2007, elle a publié dans le Yale Law Journal, donc la revue légale de l'Université de Yale, un article qui s'appelait Amazon's
Antitrust Paradox. Donc, c'est un clin d'œil direct au livre de paradoxe, Bork, ouais. mais recontextualisé pour Amazon. Puis son point, c'était que l'argumentaire de Bork ne tenait plus le coup pour des entreprises basées sur des plateformes comme Amazon. Que peut-être que dans les années 70, il pouvait défendre ce qu'il disait, mais je pense qu'il n'aurait jamais été d'accord, peu importe, là, mais que définitivement, devant des compagnies comme Amazon, c'était plus possible. Parce que c'est quoi qui est si différent dans la structure pour que... Okay, exact. ouais. Elle dit qu'il fallait revenir à l'interprétation originale des lois antitrust parce qu'en contrôlant les plateformes, Amazon était encouragé à avoir des prix prédatoriaux. Donc, Predator Prices, que j'ai traduit comme ça. C'est-à-dire de vendre à perte pour tuer la concurrence et qu'en plus, en contrôlant les plateformes numériques, ils peuvent venir directement à leur compétition autrement que par les prix. Oui, avec le référencement, puis qu'est-ce qu'on monte pas. Exact. Puis pourquoi elle parle de plateforme? Mais ça, je sais que tu es déjà un peu au courant, mais je vais quand même faire un bon détour pour parler d'un service que tu as déjà mentionné, en fait, Amazon Web Services ou AWS. Donc, AWS, c'est vraiment l'arme secrète d'Amazon, ou en tout cas, c'était un secret pendant vraiment longtemps. La structure de ce qui est devenu AWS aujourd'hui a commencé à se développer au début des années 2000. En fait, quand je parle d'AWS, j'en parle comme un seul service. Mais en fait, c'est un regroupement de plusieurs services web offerts par Amazon, du stockage, de l'info nuagique et tout ça. Mais on va dire AWS pour regrouper tout ça, pour simplifier l'ex. Donc, ça a commencé parce que Jeff Bezos s'était fâché. Ses développeurs et des développeurs tiers voulaient tester des applications sur le site d'Amazon et tout ça, utiliser les données d'Amazon pour créer des programmes. Mais c'était super long, les ressources de serveurs étaient limitées. Puis souvent, ça rendait ça impossible. En fait, il y a plein de projets qui mouraient parce qu'il n'y avait pas accès aux serveurs d'Amazon. Il a décidé de construire ses propres serveurs. C'est fou, fait que c'est même pas... Il y avait déjà ses serveurs, mais il n'y avait pas tant d'accès que ça. La bande passante était limitée et tout le monde ne pouvait pas y accéder de l'extérieur, par exemple. Oui, fait il y avait déjà des serveurs d'Amazon, mais il a grossi ses serveurs. Il n'était pas hébergé par d'autres. Mais c'est fou que, OK, c'est pas parce que, tu sais, justement, Amazon Web Services, c'est ce qui est le plus rentable pour Amazon maintenant, là. Puis dans le fond, il l'a pas construit parce qu'il était visionnaire puis il voyait qu'il y avait un marché pour ça. C'était un peu parce que lui-même, il était bloqué. Il a décidé de l'ouvrir comme service plus tard, mais au début, c'était vraiment juste pour l'entreprise. Ouais, mais il s'est vite rendu compte qu'il y avait une demande, en fait, tu vas voir. C'est ça, la solution que ces ingénieurs ont trouvée, c'est qu'ils ont trouvé une structure de système auquel les développeurs pourraient avoir accès à distance, puis qui était quand même neutre, c'est-à-dire qu'ils pouvaient emprunter le pouvoir des ordinateurs, mais c'était pas nécessairement formaté que tu puisses faire des affaires spécifiques. Tu veux un peu se servir de cette puissance-là pure, raw, pour tester un peu plein d'affaires, tu sais. Fait que c'était flexible. Puis, je fais juste une petite parenthèse. Là. Celui qui est en charge du premier service sous la bannière d'AWS, un service de stockage appelé S3 ou Simple Storage Services, il a fait faire des t-shirts commémoratifs quand ils ont complété le projet. C'était des t-shirts de Superman, mais à côté du S, il y avait un 3 pour faire S3. Okay. Et il a payé les t-shirts de sa poche pour toute l'équipe parce qu'Amazon n'allait pas payer pour ça. Okay. Mais pour revenir aux Web Services, donc, c'est ça. L'idée venait du fait que Bezos et Amazon s'étaient rendu compte que c'était compliqué aussi et coûteux de mettre en place une structure de serveur pour des sites web avec une forte demande. Ils savait parce qu'il l'avait fait, puis ça avait été super complexe puis coûteux. Puis il était comme, là, on a bâti une expertise, on peut, en anglais, on dirait le scale, on peut l'étendre, tu sais, cette structure-là. Oui, offrir ce service-là à d'autres entreprises qui étaient dans la même situation que nous autres. Exact, c'est ça. Puis, non seulement des grosses entreprises, des compétiteurs vont pouvoir nous payer pour utiliser notre structure, mais même des toutes petites entreprises qui commencent, des développeurs qui programment dans leur chambre. Comme Télé-Québec. Oui, exact, comme Télé-Québec. Ils vont pouvoir avoir accès à des serveurs de capacité commerciale, industrielle. Puis même si c'est une équipe de 2 dans une chambre d'étudiants dans un dortoir, tu sais, ils vont avoir accès à ça. Et puis, ils ont conçu le modèle, en fait, un peu comme un service d'électricité, tu sais. Puis je trouve que la comparaison est bonne. Tu payes pour l'électricité que tu consommes. Donc, si tu consommes pas beaucoup de données, tu n'utilises pas beaucoup de serveurs, ça te coûte vraiment pas cher. Tu payes au fur et à mesure que tu en utilises. Donc, tu payes pour l'électricité que tu consommes, mais tu n'as pas besoin de construire la centrale hydroélectrique dans ta cour. Je comprends. Tu laisses une plus grosse compagnie s'en occuper. Puis là, je me rends compte, je pensais que je comprenais c'était quoi Amazon Web Services, mais je pense que non, parce que moi, je pensais que c'était du storage, mais finalement, non, c'est du computing power. Tu peux louer du computing power. Il y a les deux. Okay. Oui, ça peut être juste simplement de stocker des données, bien sûr, mais tu peux aussi demander aux ordinateurs d'Amazon de traiter les données de tes programmes, du trafic web, de tout ça. Et moi, je peux-tu, genre, faire du montage en 4K avec les ordinateurs d'Amazon? Tu comprends ce que je veux dire? Pas. Je peux-tu prendre mon Chromebook puis faire des affaires super compliquées en utilisant
leur énergie d'ordinateur. À la fin du podcast, on va laisser le numéro de téléphone d'Amazon. Ok, si tu parfait. veux appeler le représentant, peut-être. Non, je sais pas, sincèrement, c'est une bonne Ok. question. Mais en tout cas, pour un niveau commercial, tu pourrais faire des affaires de même. Donc, voilà, c'est ça. C'est pas eux autres qui ont... Tu sais, tout ce que je t'ai décrit, finalement, c'est le cloud, là. Autant du cloud computing que du cloud storage. C'est pas eux autres qui ont inventé ça, mais ils l'ont vraiment popularisé puis démocratisé, je dirais. Donc, ça a été un énorme succès. Non seulement parce que c'est super pratique puis que ça répondait à une vraie demande. Bezos avait mis le doigt dessus, là-dessus, il y aurait une demande pour ça. Mais il y a eu aussi, puis là, c'est la dernière fois que je lance des fleurs dans cette saison-là, mais il y a eu une intuition qui était étonnante, mais qui était vraiment brillante au final. Il a gardé le coût vraiment bas. Ça coûtait pas cher, c'était quasiment à perte en fait au début quand tu utilisais les serveurs d'Amazon AWS. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il était le seul à l'offrir ce service-là, en tout cas à cette échelle-là. Fait qu'il n'y avait pas besoin de baisser ses prix pour tuer les compétiteurs à la base. Exact, il aurait pu l'offrir vraiment plus cher, tu sais, parce qu'il était le seul à être prêt à offrir ça. Mais sa réflexion, ça a été, en fait, il dit qu'il voulait pas répéter l'erreur de Steve Jobs. Et l'erreur de Steve Jobs, c'était que quand il a dévoilé l'iPhone, il a dévoilé un prix tellement élevé que la marge de profit était vraiment intéressante, puis ça a attiré tout de suite full de compétiteurs. Dans l'année après, il y avait plein d'autres compagnies qui faisaient des équivalents d'iPhone. Lui, il était comme, OK, je crée une nouvelle business, mais tout le monde va pas se dire, hey, c'est vraiment une bonne business, je devrais faire la même affaire. Non, parce que c'est ça, il disait, maintenant Microsoft ou Google, s'ils veulent embarquer, puis ça leur a pris à peu près 3 ans chaque commencer à faire la même affaire qu'Amazon. Fait que tu sais, il a pas eu tard, il a quand même gagné son pari 3 ans, c'est énorme en tech. Là. S'ils veulent le faire, il va falloir qu'ils investissent des milliards eux autres aussi. Puis s'ils veulent être capables de s'en sortir, tu sais, de tirer leur épingle du jeu, il va falloir qu'ils accotent mes prix. Fait qu'il faut qu'ils convainquent les actionnaires d'investir des milliards pour des rendements quand même modestes. Et c'est la même stratégie tech à laquelle je reviens tout le temps de tu baisses tes prix pour te rendre essentiel puis tuer les compétiteurs. C'est juste qu'il le fait avant même d'avoir des compétiteurs. C'est pour empêcher des compétiteurs d'arriver. Mais Il y a quand même eu des compétiteurs, mais ça a pris plus de temps puis ça lui a donné une marge de manœuvre. Ça a pris du temps avant qu'ils investissent massivement là-dedans. Mais maintenant, ils sont là, tu sais, Google Computing Service, puis Microsoft a Azure, que vous voyez peut-être des fois quand vous ouvrez des pages, des fois on voit Azure ou Akamai, ou ça, c'est souvent les serveurs qui sont utilisés. Voilà. Donc, c'est ça. Comme, les profits vont être un peu plus modestes au début, mais ça va me permettre de garder la main mise sur ce marché-là. Sauf que, en fait, les profits n'ont pas vraiment été modestes, même si les prix étaient bas. Ils ont essayé de garder les revenus d'AWS aussi secrets que possible pendant des années. Ils cachaient ça dans revenus autres, dans la colonne de revenus autres dans les rapports. Mais à un moment donné, c'était rendu une part tellement grosse. C'est ça, c'est le plus gros. Que c'était plus réaliste ou même peut-être légal de continuer à le garder caché là-dedans. Fait qu'en 2015, ils ont dévoilé les revenus d'AWS pour la première fois. Ils ont déclaré 8 milliards en revenus. Et à ce moment-là, les experts en 2015 estimaient qu'AWS avait plus de trafic que ses 14 plus proches compétiteurs réunis. C'est fou, là, ouais. Et ça a juste continué d'augmenter. En 2024, ils ont déclaré des revenus de plus de 107 milliards pour AWS. Juste donner une idée de grandeur, parce que des fois, je trouve que c'est facile de se perdre avec des si gros chiffres. 107 milliards, c'est à peu près 5% du PIB canadien. Juste pour leur side business de cloud computing, qui est pas leur business principal. Qui était pas ce qu'ils avaient fondé à la base. Oui, puis encore aujourd'hui, je veux dire, il reste que le site transactionnel d'Amazon fait plus d'argent, c'est juste qu'il y a plus de coûts associés à ça. Là. Ils ont plus de revenus, mais il y a plus de coûts. OK, moi je pensais quand même que AWS, c'est ce qui ramenait le plus d'argent. Mais okay. Ben, je pense qu'en profit net, probablement, que c'est la marge de profit la plus intéressante, je pense. Mais c'est quand même juste une side business à côté une grosse side business, mais c'est une side business. Et là, je reviens à Lina Khan et son article de 2017, Amazon's Antitrust Paradox. Elle disait donc que face à un géant qui contrôle les plateformes comme Amazon, ben, les arguments de Bork ne tiennent plus. Ils sont encouragés à avoir des prix prédatoriaux. Ils vendent à peu près 1,6 milliard par jour, à peu près, sur le site d'Amazon, pour 1,6 milliard US. Fait que même s'ils décidaient, puis évidemment, j'exagère, je comprends de ça qu'il y a plein d'angles morts dans ce que je veux dire, là, mais même s'ils décidaient de mettre tout le prix à zéro, ça prendrait 2 mois avant d'atteindre le revenu des AWS. C'est-à-dire que 1,6 milliard de ventes, mettons qu'ils remboursaient tout le monde pendant... Il faudrait qu'ils remboursent pendant 2 mois pour atteindre que ça lui coûte autant que les revenus des AWS. Bon, évidemment, s'ils mettaient tout à zéro, le monde commanderait plus ça. Je comprends que l'exemple est boiteux, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un énorme coussin pour être capable de baisser les prix à un niveau où ça serait insoutenable pour la compétition. Tu peux perdre de l'argent vraiment longtemps sur des produits. Tu as un autre revenu gigantesque. Quand tu as 100 milliards de revenus juste sur le site pour une autre activité qui n'est pas du tout reliée à ton activité principale. Ça donne les reins solés dans le style pour faire ce que tu veux. Oui, sinon qui décide qu'il va te battre dans le domaine des jus d'orange, là, tu vas pouvoir le vendre pas cher ton jus d'orange longtemps. Là.
En plus, AWS, tu sais, évidemment, je parle d'eux parce que c'est la plus grosse side business, la plus grosse tentacule, si tu veux, d'Amazon. Mais c'est même pas leur seul tentacule. Ils ont Amazon Prime Studios, ils ont Twitch, tu sais, ils ont beaucoup d'autres petites business dans Amazon. Qui ramènent de l'argent Qui aussi. ramènent, ben, j'ai des petites business, mais c'est pas une petite business Amazon Prime Studios, mettons. T'sais. Non. Mais ceci dit, je fais une petite parenthèse, Amazon Prime Studios, ils jettent l'argent par les fenêtres, puis la stratégie, c'est vraiment, on s'en fout parce que les gens s'abonnent à Prime, puis ils vont dépenser. Ils ont fait une série Lord of the Ring, là. Ouais. La première saison de Lord of the Ring a coûté plus cher que les 8 saisons de Game of Thrones. Ouais. Fait qu'ils jettent vraiment de l'argent par les fenêtres, mais c'est un moyen d'amener les clients sur la plateforme d'Amazon. Hein. Oui. Puis en tout cas, je n'ai pas parlé, mais dans le livre de Bresson, le deuxième, il y a un chapitre qui parle justement de Rings of Power, puis pourquoi ça a coûté si cher. Puis C'est pas si. Ça a même pas très pas bon, du. là. Ben, c'est pas mauvais, là. Moi, je l'ai regardé, mais ça a vraiment pas du production value qui. Ouais, ça a coûté trop cher pour ce que c'est. Ben oui, c'est ça. Ça a pas de l'air mieux fait que Game of Thrones du tout. Ouais, là, ouais. c'est ça. À un moment donné, il y a une limite à quel point tu peux jeter de l'argent, Oui, c'est un problème. Oui, c'est ça l'affaire. À un moment donné, il faut du talent, puis il faut du temps, tu sais, puis tout ça s'achète pas malheureusement. Voilà. Puis on l'a vu, tu sais, quand je parle des prix prédatoriaux, mais on l'a vu avec Quiddly, ils sont mis à presque donner les couches. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent à ce moment-là? Quiddly, eux autres, ils n'ont pas un studio, ils n'ont pas une business de cloud computing, ils n'ont pas... Ils ont pas un cloud computing de couche qui ça. ramène des millions. Hein. C'est ça. Fait que, tu sais, ça nous met dans une situation, en fait, où les entreprises qui existent actuellement dans la plupart des domaines existent juste parce qu'Amazon n'a pas encore décidé de les tuer. Ouais. Puis ça, c'est fou qu'on accepte ça en ce moment. Ouais. Si demain matin, ils décident qu'ils veulent tuer ta marque de vélo préférée, ta chaîne de magasins de souliers préférés, c'est bye-bye, il n'y a rien qui les en empêche. Moi, c'est ça que je trouve cinglé, c'est que les entreprises en ce moment existent parce qu'Amazon n'a pas décidé de les tuer. Il n'y en a pas beaucoup qui pourraient se tenir contre Amazon. T'sais. Puis ces préoccupations-là, c'est pas juste une affaire de gauchistes qui rêvent que tout le monde achète leur iPad dans une fermette locale avec des iPads tricotés à la main. Là. Dans le livre de Mattioli, elle cite Bill Simon, qui était le PDG de Walmart aux États-Unis de 2010 à 2014. Et il dit, bon, c'est ma traduction, là. Je pense que leur approche envers les affaires d'utiliser les profits d'une activité complètement distincte, comme les services web, pour éliminer des compétiteurs dans la vente au détail afin de grossir leur part de marché, c'est la raison pour laquelle Amazon devrait être démantelé. Pour que je sois d'accord avec le PDG de Walmart. Mais lui, il a exactement le même point que elle, justement. Exact. Et tu sais, évidemment, ça vient pas d'une place neutre là, quand il dit ça. Oui, non, lui aussi. Il est un adversaire d'Amazon et ça le fait chier qu'ils ont toutes ces armes-là contre eux. Ben là, il l'est plus. Il arrête en 2014. Mais il reste que autant à gauche qu'à droite, tout le monde est un peu d'accord de c'est trop de pouvoir. Ouais. Et en plus, bon, l'autre argument de Linocan, c'est qu'en contrôlant les plateformes, ils ont une autre forme de contrôle sur le marché et même, je dirais, sur la société. Ils hébergent leurs compétiteurs comme Netflix, mais aussi le site de la CIA. Qui est hébergé avec des données super secrètes. T'sais. Qu'est-ce qui se passe si demain ils décident qu'ils ferment les lumières, qu'ils tirent la plug? Oui, ils ont un levier de négociation qui n'a aucun sens. Puis, au-delà de même tirer la plug, comme tu dis, ils peuvent cacher dans les résultats de recherche sur Amazon des compétiteurs qui font pas ce qu'ils veulent. Puis on l'a vu, il y a des produits qu'ils vendaient, mais ils sont mis à monter le prix, à vendre moins cher ailleurs. Mais ils étaient enterrés dans les résultats de recherche. Donc, t'sais, ils ont un contrôle qui est gigantesque et donc c'est ça. Mais pour faire ton analogie de centre d'achat, c'est comme si une personne qui avait un des magasins possédait le centre d'achat, puis en tout cas c'est ça. Il y a beaucoup trop de niveaux de ils ont beaucoup trop de pouvoir, puis c'était un peu tout ça l'argument de Linocan. Pour toutes ces raisons-là, Bork avait pas prévu tout ça lui quand il écrivait Antitrust Paradox. Donc il est arrivé avec l'article de Linocan. Puis en passant, quand elle a écrit cet article-là, Amazon Antitrust Paradox, c'était en 2017, elle avait 28 ans. Ce qui fait quand même chier. On ne dira pas, là. Fait qu'il est arrivé à son article, ce qui arrive jamais à un article dans une revue universitaire. Il est devenu viral. Le milieu des affaires puis de la politique s'est mis à le lire avec attention. Ça a été vraiment partagé. Puis c'est même considéré comme un des catalyseurs du techlash, le mouvement anti-tech qu'on a vécu à la fin des années 2010. C'est au moment où on s'est mis à parler des fameuses GAFA, GAFAM. Ouais. C'est pas Nicolas Ducournay qui a amené le concept en premier. Peut-être le deuxième, mais... il l'a popularisé. C'est lui qui l'a popularisé. Mais l'article de Linocan est considéré comme un des catalyseurs, un des moments importants de ce mouvement-là. C'est un problème pour Amazon, ils s'en rendaient compte. Ils prenaient la menace au sérieux. Ils se rendaient compte, en fait, que l'article de Linocan, indépendamment de cet article-là, tout seul, ça s'inscrivait quand même d'un mouvement, un ressentiment plus large au sein de la population. Oui, leur problème, c'était pas juste elle. Ouais. Exact. Puis, ça tombait en plus pendant la présidence de Trump. Puis à ce moment-là, Trump est encore en guerre ouverte contre Bezos et Amazon. Comme je t'ai dit un peu plus tôt. Donc, il voyait bien que c'est un problème, mais il avait de la misère à se décider sur comment réagir. Parce qu'il disait, on peut pas attaquer Linocan, c'est une jeune femme dans vingtaine. Si on se met à l'attaquer publiquement, on risque à la limite d'en faire un martyr. Ça peut vraiment se revenir contre nous, la grosse méga corporation géante qui s'attaque à la jeune universitaire dans vingtaine.
Fait qu'ils ont décidé de rien faire, mais avec du recul, ils pensent que ça aussi, c'était une erreur, que c'était probablement pas la bonne voie à suivre. Mais je dis rien, ils n'ont pas rien fait, là. Il y a une chose qu'ils ont faite. L'avocat d'Amazon a contacté Lina Khan pour lui dire « Hey, je suis de passage à Washington, puis tout ça. Puis, évidemment, j'ai lu ton article, c'est intéressant. Ce serait le fun qu'on aille prendre un café, peut-être qu'on ait une petite rencontre pour se parler, tout ça. » Fait qu'elle a fait « Ouais, OK, d'accord. » Puis quand elle est arrivée au rendez-vous, il y avait 8 cadres d'Amazon, dont des avocats, qui l'attendaient. Mais puis le but, c'était de l'intimider ou c'était... OK. Ben, ils ont essayé de changer sa façon de penser, mais il y avait aussi clairement une bonne part d'intimidation là-dedans. Ça n'a pas suffi. En 2018, elle s'est fait offrir un poste au FTC comme commissionnaire. Le FTC, là, c'est la Federal Trade Commission, la commission des échanges américains. Donc, c'est eux, justement, qui sont responsables de poursuivre dans des cas de monopole aux États-Unis, entre autres choses. Puis, ça lui a permis, en fait, d'étudier le FTC de l'intérieur. Ça en avait beaucoup parlé dans ses études, ses recherches, tout ça. Mais là, elle pouvait les étudier de l'intérieur. Puis, avec le boss à ce moment-là, qui était le président du FTC, elle a publié un article. Et puis, l'ironie est forte. L'article a été publié dans le University of Chicago Review, la revue du département qui a formé justement Robert Bork et le mouvement de l'école de Chicago. Dans l'article, il décrivait comment le FTC, en fait, avait plusieurs leviers légaux à sa disposition, mais que ceux-ci étaient sous-utilisés. Donc, il disait, le FTC a plein d'armes légales, mais elles sont pas utilisées à plein escient. Elles ont été abandonnées depuis des décennies. Amazon, à ce moment-là, se sont mis à sentir la soupe chaude, puis ils se sont mis à mettre de l'avant, soudainement, comme ça, de bonté de cœur, des petits marchands sur la page principale, des gens qui n'auraient jamais été là, soudainement se retrouvaient à la page principale, des petites PME. Puis, à maintenant, à l'épisode 4, je pense, je te parlais des pubs avec des entrepreneurs ou des entrepreneurs québécois disaient, là, ah oui, maintenant je conquiers. Oui, exact, c'était dans cette période. Et ils sont aussi mis à inviter une tonne de politiciens à venir visiter les centres de distribution pour leur dire, regardez comment c'est pas si pire, puis ça fait travailler du monde. Regardez puis, comment il y a de l'air climatisé ici, puis... On est bien, hein? Sentez-vous la brise? Ils devaient choisir leur centre de distribution. Ben oui, aussi, bien sûr. Puis ils pouvaient pas aller parler à du monde tout seul, là, tu sais. Puis oui, évidemment. C'était une opération de PR, mais ils ont invité beaucoup de monde, même Elizabeth Warren puis Bernie Sanders ont visité des centres de distribution. Je pense pas que ça a suffi à les faire changer d'idée, mais ils ont essayé avec tout le monde. T'sais. Et malgré ça, tous ces beaux efforts de lobbyisme de la part d'Amazon n'ont pas suffi. Parce qu'en 2021, Joe Biden a nommé Lina Khan à la tête du FTC. Elle est devenue la plus jeune présidente du FTC de l'histoire. C'est vraiment une jeune prodige, je la trouve quand même vraiment impressionnante. Évidemment, quand elle a été nommée, quand c'était annoncé, Meta et Amazon ont pétitionné contre sa nomination. En disant qu'elle était biaisée, mais les plaintes n'ont pas été retenues. Puis en fait, c'est même pire. Le comité d'éthique qui est en charge d'évaluer les plaintes lui a attribué aucune faute. Mais ils ont quand même suggéré qu'elle se récuse des dossiers autour de Meta parce il disait autour de Meta, tu peux donner l'impression d'avoir un biais, tout ça. Donc peut-être pour les dossiers qui considèrent des articles qu'elle avait publiés précédemment, oui, puis mais des commentaires. Pourquoi elle a pas de biais autre qu'ils sont un monopole. Ils respectent pas la loi, oui. C'est ça. Exact, mais bon, il disait que publiquement, elle s'était exprimée contre Meta. Okay. Et peut-être que juste pour donner une apparence, pour entretenir l'apparence de justice, qu'elle devrait se récuser dans les dossiers qui concernent Meta. Et par la suite, on a appris qu'un des membres du comité d'éthique avait des actions de Meta. Bon, malgré que je l'admire, ses premières années au FTC ont été mouvementées et je dirais même un peu difficiles. Elle s'est mis vraiment à bousculer les conventions FTC, puis le moral a chuté. C'est passé de l'agence gouvernementale où ce que le moral des employés était le meilleur à un des pires. Okay. Je pense que c'était quelque chose comme de 92% de satisfaction à genre 54. Là, puis c'était-tu, c'est important la satisfaction des employés, là, mais c'est-tu parce qu'ils collissaient rien avant puis tout d'un coup, elle leur faisait faire de la job? Je pense que malheureusement, ça faisait partie de ça, mais aussi des décisions qui ont été contestées, peut-être contestables. Quand elle est arrivée, elle leur a interdit de se prononcer publiquement. Ce qu'elle avait tout le temps eu le droit de faire jusque-là. Et puis ça, elle s'est excusée. En 2022, elle s'est excusée, puis elle a enlevé la consigne, puis elle a fait c'était une erreur de ma part et tout ça. Mais oui, elle a bousculé les façons de faire. Puis l'autre raison pourquoi le moral a descendu beaucoup aussi, c'est qu'elle s'est mise à poursuivre des cas agressifs, tu sais, qui n'avaient pas nécessairement des énormes chances de gagner, mais pour essayer de ramener, justement, ces fameux leviers légaux-là qui n'avaient pas été utilisés, avec des arguments peut-être un peu plus radicaux, là, je dis ça vraiment entre guillemets, là. Et ils ont perdu beaucoup de cas dans les premières années de sa présidence, ce qui a vraiment affecté le moral. Puis ça crée une crainte, en fait, au sein du FTC qui est en train de créer une jurisprudence défavorable. C'est-à-dire qu'à force d'accumuler les décisions négatives, ben, les juges se réfèrent tout le temps aux décisions précédentes puis allaient dire, ben... Ça n'a pas marché cette fois-là, ça n'a pas marché. Puis c'était semblable à ce que vous me présentez aujourd'hui, donc encore une fois, je vais être obligé de refuser, alors que peut-être qu'il aurait pu gagner sinon. Par contre, bon, le moral a fini par remonter, là, elle a réussi à gagner, je pense, vers la fin de son mandat, la moitié des points perdus, fait que c'est quand même pas si pire, là. Mais même si elle a amené une baisse de morale, en fait, c'est ça,
au sein du FTC, elle avait quand même le soutien autant des républicains que des démocrates. Genre, J.D. Vance, en campagne, a souvent parlé d'elle en bien, en disant que le travail qu'elle faisait était vraiment important. Ce qui est quand même étonnant parce qu'elle était aussi... en fait, Bernie Sanders et Elizabeth Warren étaient aussi des grands fans d'elle. Oh ouais. C'est rare que tu réunis Bernie Sanders et J.D. Vance oui. sur une question. En 2023, elle a présenté en fait ce que tout le monde attendait, sa poursuite contre Amazon. Puis elle a appris de ses erreurs, on dirait, parce qu'au lieu de baser ses arguments en fait sur une interprétation radicale des lois antitrust, ce qui pourrait être difficile justement en plus dans le contexte actuel avec la Cour suprême américaine qui est très favorable à Trump, est allée que des arguments qui se défendent même avec une interprétation plus borkienne de la loi. Puis en passant, je vous le donne, pluguez ça dans votre prochain souper de famille, une interprétation Borkins à la Horland tellement cultivée parce que vous écoutez Manger les riches. Donc, le premier argument de la poursuite, c'est que vu qu'Amazon prend pratiquement 50% des revenus sur Marketplace, ben, ça oblige les vendeurs à monter leur prix pour garder une marge de profit raisonnable. L'argument de il faut pas, tu sais, le seul métrique qui est vraiment important, c'est les prix. Ben là, déjà, il s'attaque à ça de cette façon-là. Le deuxième argument, c'est qu'il essaie de prouver qu'Amazon interdit aux marchands de vendre moins cher qu'ailleurs, ce qui fait que ça monte les prix pour l'ensemble du marché, pas juste sur Amazon. Puis en plus, dans leur enquête avant le dépôt de la poursuite, ils ont eu accès à plein de documents internes d'Amazon. Puis, à la même période, curieusement, les hauts cadres d'Amazon se sont tous mis à communiquer sur Signal, une app qui encrypte les données, ce qui est quand même un peu suspect. Puis, ils ont présenté des courriels de hauts placés de hauts cadres chez Amazon qui admettent que leur politique du plus bas prix garanti a comme effet pervers de faire monter les prix pour tout le monde. Ils le savent, ça a été mesuré. Ils ont aussi dévoilé un algorithme secret chez Amazon, qui était secret jusque-là, qui s'appelait Project Nessie. C'est un algorithme qui testait subtilement des prix plus élevés sur certains produits, puis l'algorithme surveillait si la compétition montait les prix à son tour. Quand la compétition ne suivait pas, il rebaissait le prix à son niveau d'origine, sinon ça devenait le nouveau prix. C'était tout automatisé, ça. C'était tout automatisé. Donc ça, encore une fois, c'est un outil technologique qui est seulement possible grâce au savoir technique d'Amazon. C'est quand même un peu complexe là, comme algorithme, et ça fait monter les prix pour tout le monde. Apparemment, Nessie aurait rapporté entre 2016 et 2018 $1 milliard supplémentaire à Amazon. Ce qui est quand même pas négligeable. Ouais. Ils ont aussi soutenu qu'à cause de sa position de monopole, le service offert par Amazon s'est dégradé. Par exemple, quand tu visites le site, il y a de plus en plus de pubs sur la page. Et puis, de plus en plus, tu fais proposer soit des produits que tu ne recherchais pas à la base ou quand tu cherches, par exemple, un produit d'une marque, d'une grande marque, ils vont te proposer des produits alternatifs sur lesquels ils font de meilleures marges de profit au lieu de te proposer vraiment le produit que tu veux. Donc ça, ils jugent que ça dégrade... Ils te pushent plein d'affaires qui c'est pas ce que tu cherches. Hein. Exact. Fait que ça, ils jugent que ça dégrade l'expérience du client. Puis encore une fois, que la qualité du produit offert ou dans ce cas-là du service, s'est dégradée en cause de leur position de monopole. Puis on les a aussi vus commencer à faire en fait ce que tout le monde redoutait. Maintenant qu'ils ont un monopole, qu'ils ont pratiquement un monopole en fait, le prix d'Amazon Prime n'arrête pas d'augmenter. En 2022, il y a eu une augmentation de 22%. C'est rendu au Canada $100 par année. C'est passé de 80 à 100. Et les rumeurs veulent qu'il y aurait une grosse augmentation en 2026, probablement autour de 125-150. Donc, si vous nous écoutez dans le futur, dites-nous-le. Écrivez-nous. Par contre, le FTC a été prudent et n'a pas carrément recommandé une dissolution d'Amazon comme ça avait été le cas avec le Standard Oil. Ils disent à mot couvert que ça pourrait être une avenue, mais ils laissent la porte ouverte à d'autres solutions. Et là, je devine que tu te demandes qu'est-ce qui est arrivé avec cette poursuite-là. Ma réponse est plate, on ne sait pas encore. Il y a eu un règlement à part, en fait, où le FTC a obtenu un règlement, en fait, de 2,5 milliards en prouvant qu'Amazon avait abonné des clients à Prime, à leur insu. Donc ça genre a été... du renouvellement d'abonnement ou même... en fait, moi, ça arrivait souvent quand j'étais au carte de crédit que j'avais des appels pour ça. Là. C'est que quand tu commandais, ils faisaient « Hey, livraison gratuite avec Prime », mais c'était marqué en tout petit caractère que l'abonnement allait se renouveler, blablabla. Et c'était pas clair, c'était difficile aussi d'annuler l'abonnement et ça. Ils t'envoyaient pas de courriel pour te le rappeler que ton abonnement arrivait à échéance. Fait que là, tu te mettais à te faire charger 10$ par mois, puis les gens ne savaient pas pourquoi et tout ça. Donc, ils ont eu gain de cause, ils ont été obligés de payer 2,5 milliards au gouvernement. Cet argent-là est-tu redonné? Oui, c'est redonné aux gens qui étaient abonnés. Là, voilà. Mais la cause principale, elle n'est pas encore réglée. Fait qu'il va falloir surveiller l'actualité dans le prochain mois. Mais ça semble que ça serait rien de majeur. C'est genre, encore une fois, ils vont payer de l'argent, mais... La structure d'entreprise ne va pas changer. Dur à dire. Quand même, la dissolution fait partie des solutions envisagées. Après, je vais être réaliste et là, je vois juste une prédiction personnelle avec la Cour suprême qu'on a actuellement. Avec, ça serait huge. Avec Brent Kavanaugh et tout ça, je serais vraiment étonné qu'il recommande la dissolution d'Amazon. Qui sait, par contre, c'est étant dit, là, on a eu des surprises et on n'est pas notre dernière. Une chose est sûre... Mais aussi, ces démarches-là de Mme Khan étaient déjà en marche quand, à la deuxième élection de Trump, quand Bezos a commencé à aller chez les bottes de Trump aussi. Ouais. Okay.
Mais en fait, j'y arrive. Ça va être sans Lina Khan, en tout cas, le résultat, parce qu'en 2025, cette année, elle a été remerciée de ses services. Puis elle a été remplacée par Trump, par un républicain, un ancien conseiller de Mitch McConnell qui s'appelle Andrew Ferguson. Fait que là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, bon, ça y est, c'est terminé. C'est dead. Et non, contre toute attente, il a poursuivi dans la lignée de sa prédécesseur, selon les gens au FTC. Il mène même des dossiers agressifs contre Meta, Amazon et Microsoft. Comme quoi, tout ça peut. Écoute, des fois, il y a des bonnes nouvelles qu'on n'attend pas et j'imagine que c'en est une. Ou c'est un moyen de les faire chanter, puis c'est un moyen de contrôle, puis en tout cas, je sais pas. Peut-être aussi. Lina Khan, elle, inquiète-toi pas pour elle, elle s'est trouvé une autre job. Elle est dans le cabinet de transition de Zoran Mamdani à New York. C'est une New-Yorkaise, donc voilà. On n'a pas fini de l'avoir, je pense, Lina Khan. Voilà. Donc, crois-le ou non, Colin, 76 pages plus tard, on arrive à la conclusion de cette saison sur Jeff Bezos. Je sais qu'on a parlé beaucoup d'Amazon et finalement, c'est peu de Jeff Bezos dans sa vie personnelle, mais je l'avais dit au premier épisode que c'est la même affaire, oui. Et je pense qu'Amazon est plus intéressant que Jeff Bezos. Oui, exact. En fait, pendant longtemps, c'est ça. Sa vie, c'était seulement Amazon. Fait qu'il n'y avait pas grand-chose à dire en dehors de ça, je pense. Mais en fait, c'était vrai jusqu'en 2021, parce qu'en juillet 2021, il a quitté son poste de PDG. Jeff Bezos n'est plus le PDG d'Amazon, si vous ne saviez pas. C'est celui qui était son bras droit depuis des années, en fait, Andy Jassy, qui a pris sa place. Puis Jassy était le PDG de AWS de 2003 à 2021. Donc, comme vous voyez, tout est dans tout. Par contre, Bezos est toujours président exécutif, puis s'implique encore dans l'entreprise. Il a dit récemment en entrevue qu'il s'implique surtout dans les activités d'Amazon autour de l'intelligence artificielle, parce que, évidemment, c'est ça qui l'intéresse. Il est aussi plus impliqué avec Blue Origin et dans ses œuvres caritatives. Et puis là, bon, je vais faire mon mea culpa. Au début de la saison, j'ai dit qu'il avait profité d'une école Montessori, qu'il avait lutté après ça pour détruire ces privilèges-là. Il a créé Bezos Academy, qui est un réseau d'écoles préscolaires gratuites pour les enfants en milieu défavorisé. Et puis, il suit un programme qui ressemble à celui de Montessori. Ils sont juste pas officiellement accrédités. Donc, je pense qu'il essaie quand même un peu de redonner cette façon-là. Je pense pas que ça efface les autres dommages. Je pense que c'est probablement déductible d'impôts aussi. Oui, mais oui, bien sûr. Il n'y a jamais rien qui... Oui. Exact. Puis je pense que qui est fait de gaieté de cœur. S'il voulait vraiment effacer les dégâts qu'il a causés, je pense qu'il faudrait qu'il remette en question le capitalisme. Et c'est peut-être beaucoup demandé à un boomer de 65 ans qui s'est fait dire toute sa vie qu'il est un génie, qui a gagné des centaines de milliards littéralement en profitant de ce système-là, de le remettre en question. Là. Mais écoute, en attendant, il finance des maternelles, fait qu'on va le prendre. Sinon, il profite de sa retraite de prédateur richissime. Et là, je cite ici Dalian Amian, justement, dans son excellent La Société de provocation. Elle dit « La fortune de Bezos est plus élevée que le revenu combiné de tous les employés des centres de distribution d'Amazon dans le monde. » C'est fucked up. Fucked up. Puis il en profite bien. Je t'ai parlé de son mariage. On se rappelle aussi de l'épisode du pont de Rotterdam il y a quelques années qui avait déjà été démonté pour laisser passer son super yacht. Ouais. Qui vaut 485 millions US. À titre de comparaison, je suis allé chercher un chiffre comme ça, le budget total de Centraide pour le Grand Montréal, c'est 70 millions canadiens annuellement. Fait que son bateau, qui est une place qui va une fois de temps en temps quand il est en vacances, est plus que 7 fois le budget de Centraide pour les organismes dans le Grand Montréal. Oui, ça me surprend pas beaucoup, mais oui. Mais c'est quand même décourageant. Donc, je pourrais continuer à faire la liste des dépenses absurdes de Jeff Bezos, mais j'ai plus trop envie, Colin et toi et moi, si tu veux bien qu'on réfléchisse à l'avenir d'Amazon ensemble. Moi, j'y ai pensé, puis je sais encore pas ce que j'en pense complètement. Je pense qu'on peut pas remettre le dentifrice dans le tube, comme l'expression le dit, c'est-à-dire que je pense évidemment qu'on devrait tous faire des efforts pour moins consommer, puis encourager les commerçants locaux et les produits locaux quand on peut et tout ça. Mais je pense aussi que les gens se sont habitués quand même à la commodité d'Amazon et que ça va être très difficile. Oui, puis moi, par principe aussi, ça me fait chier quand toute la charge morale est sur le consommateur aussi. Faut qu'il y ait des structures, faut qu'il y ait des lois aussi qui encadrent comment c'est fait. C'est pas juste à nous de boycotter ou de pas le faire. Ça. Complètement, je suis 100% d'accord. En fait, c'est un peu la même chose que les changements climatiques. Il y a tout un système autour qui a permis ça, puis après ça, on jette toute la responsabilité sur les individus. Quand t'es comme, vous avez permis à Amazon de détruire les commerces locaux pendant des décennies. Puis là, je l'ai plus tant que ça le choix parce qu'il y a des livres que je vais juste trouver là de toute façon. Fait que même si je veux boycotter, il y a des trucs que je ne trouverai pas ailleurs. Puis les salaires sont à la baisse parce que tout le monde a perdu sa job puis travaille dans des entrepôts Amazon. Fait que là, j'ai pas les moyens de payer plus cher pour mon produit. T'sais. Fait que je trouve ça un brin injuste. Hey, moi, j'ai une idée pour l'avenir, OK? On pourrait faire une espèce de structure un peu comme Amazon, mais juste pour des
producteur québécois. Panier bleu, mettons. Exactement, ça marcherait fort. Je suis sûr que ça marcherait super fort. Mais, ultimement, c'est un service que c'est vrai qui est utile pour beaucoup de personnes, que son mérite, je pense. Pendant la pandémie, on l'a vu, on a eu quand même besoin. Il y a beaucoup de commerces qui étaient fermés et eux permettaient de livrer. Oui, puis t'avais l'histoire au début de la madame qui habitait à la campagne aux États-Unis puis qui pouvait juste avoir ses livres comme ça. Puis ça, c'est toujours vrai. Il y a des zones où il n'y a pas nécessairement une grosse offre commerciale et même alimentaire aux États-Unis, les livres de l'épicerie et tout ça. Tu as des gens à mobilité réduite pour qui c'est super pratique de pouvoir faire tous tes achats et qu'ils soient livrés à ta porte. Tout ça, je pense que ça a son utilité. Après, je pense évidemment qu'on devrait moins consommer et tout ça. J'endosse pas mon point, c'est pas acheter plein de cossins. Mais je pense à son utilité. Mais je me demande si on n'est pas rendu, je sais que ça va pas être absurde, mais je me demande des fois si on n'est pas rendu à en faire un service public. C'est-à-dire où ça devrait être de quoi qui appartient peut-être collectivement à la population et qui pourrait peut-être donner... Puis attends, OK, mais là, c'est super intéressant, mais ça serait quoi? Ça serait la plateforme ou le service de distribution ou même les items qui appartiendraient à tout le monde parce que ça va loin à gauche, là, si tu dis, Oui. Ben, les items, tu sais, après ça, le gros des ventes d'Amazon, c'est Marketplace, là. Je pense que, tu sais, les items ne les appartiennent déjà pas, mettons. Mais évidemment, tu sais, puis tout ça, je suis pas un grand économiste et tout ça, mais je me dis peut-être qu'il y aurait moyen que ce service-là continue d'exister, mais en donnant le temps aux livreurs d'aller uriner, et peut-être en arrêtant les coins qui font vraiment mal au commerce T'en as pas besoin dans 2 heures de ton affaire de 1. Ouais, peut-être ça peut prendre 3 jours au lieu de 2 jours, là, c'est pas grave, là. Mais des fois, je me pose la question si c'est pas devenu un service qui, à quelque part, est indispensable pour beaucoup de gens. Et ça autant le service de commerce que le service, par exemple, de cloud computing et d'info nuagique et tout ça. Et je sais que ça paraît complètement fou, mais après, ça paraissait aussi fou dans les années 60 de jeter des compagnies américaines d'énergie dehors pour nationaliser toute l'hydroélectricité. C'est ce qu'on a fait au Québec. Fait que, qui sait? Je suis d'accord. Je sais même pas comment ça fonctionnerait de... Je sais pas, si genre le Québec ou le Canada décidait de monter quelque chose comme ça, c'est sûr qu'il se ferait poursuivre par Amazon. Je sais même pas si légalement, genre, on aurait le droit de le faire. C'est fou, ça. Voilà. Fait que je sais pas c'est quoi la solution. Je voulais quand même nous laisser une petite piste de réflexion. Il y a quand même un dernier point que je veux apporter, c'est qu'au final, je pense que c'est le fun de rire de Jeff Bezos, mais que c'est pas suffisant que si Jeff Bezos meurt demain matin, ben il y aura un nouveau psychopathe prédateur pour prendre sa place. Il y aura un Andy Jassy, il y aura un Elon Musk, il y aura un Bill Le problème, Gates. c'est pas les gens, c'est le système qui les laisse Exactement. faire ce qu'ils veulent. Que manger les riches, ça ne suffit pas, mais c'est un bon début. Voilà. Donc, c'était ça, la saison 2 de Manger Belle conclusion, les riches. encore une fois. J'attendais la conclusion parce que je me rappelle celle de la saison 1. Parce qu'à chaque fois, t'es comme, il faut que je stoppe à chaque fois. Donc, c'est tout pour nous. Je vais en profiter pour faire des remerciements. Merci tout d'abord à toi, Colin, d'avoir été là avec moi tout le long de cette saison. J'ai toujours beaucoup de fun à être là. On peut te suivre. Surtout que la charge de travail, pour moi est beaucoup moins volumineuse. Fait que oui, toujours. Valide, mais écoute, c'est un plaisir et j'aimerais pas ça le faire tout seul, donc je suis content qu'on le fasse ensemble. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, Colin Baudria. T'es en spectacle en 2026, je pense. Je suis en spectacle en 2026 pour un spectacle de rodage. J'ai 2 shows gratuits sur YouTube, dont un que j'ai filmé en 2025. Qui s'appelle Ocytocine, fait que c'est gratuit et disponible. J'ai même un peu collaboré pour dire que tout est dans tout. Un petit peu. Oui, ben oui, je sais. Ton nom est dans le générique que j'ai fini de monter hier. Non, je sais, mais mon point, c'est... écoute, c'est comme une extension de Manger les riches à quelque part, mais là où c'est toi qui as toute la charge de travail. Oui. Je veux également remercier Urbania, Émile et Rosalie chez Urbania, Raphaëla Slagui, qui a été notre ingénieur de son tout au long de cet enregistrement. Merci à vous, surtout, de nous avoir écoutés. Et écrivez-nous si vous avez des milliardaires que vous aimeriez nous voir dévorer. Et en attendant... Suivez PL Ouellette. Ah oui, PL Ouellette sur Instagram. Sur TikTok. Non, sur Instagram. Merci beaucoup. Merci, bye.